Bonsoir. Bonsoir. Bon, après une petite... on dirait que tu as la lumière qui s'installe sur toi, Germain, alors que moi, je suis un peu plus à l'ombre. On ajustera nos lumières comme du monde la prochaine fois. Ouais, c'est ça, on n'était pas là. Rayonne, hein? Oui, tu rayonnes. Félicitations, d'ailleurs. Tu étais, évidemment, la semaine passée à Los Angeles, tout comme moi. Absolument. En périphérie du salon de l'auto. Ouais, c'est ça qui est drôle. On est allés tous les deux à Los Angeles, oui, mais pour pas aller au salon. Oui, c'est ça, exactement. De mon côté, j'étais en fait précisément à San Diego pour assister au lancement canadien du Kia Niro, parce qu'aux États-Unis, le véhicule est déjà sur les routes. Hein, on le sait, c'est pas la première fois que le Canada arrive en deuxième. Non. Alors, j'étais là-bas pour ça. OK, bon. Puis moi, j'étais allé conduire la 911 Carrera T dans les... quel est le nom de ces routes-là déjà? Le Angeles Forest Highway, qui est un endroit magnifique pour essayer les plus belles voitures. Je sais pas ce que tu es en train d'essayer de faire. Ouais, comme ça, tu vas OK. voir mais bref, un environnement vraiment, vraiment génial pour essayer une bagnole qui m'a, évidemment impressionné. Mais aussi drôle que ça puisse paraître, tu sais, on me demande souvent, comment est-ce que tu peux te montrer critique sur une Porsche 911 quand c'est la voiture parfaite? Ben, tu sais quoi, il y en a des versions qui sont plus parfaites que d'autres. Puis pour moi, la pire version d'une 911, c'est une Turbo S décapotable de 300 000 $, avec une puissance qui est ingérable, avec... Le support est le support, il suit pas, là. Bref, on a des problèmes de... des problèmes. On va peut-être faire une petite interruption parce que j'ai comme l'impression que lui... Ouais, c'est ça. Bref, ça ressemble à pas grand-chose. On a un support qui fait dur. Mais ouais, ça marche pas. Alors, Germain... Oui. Est-ce que... Là, t'as... Système D? Système D, regarde, on va faire ça comme ça marche-tu? Ça marche, ça. Ça marche? Le point de vue est différent, mais bon, ça va ressembler à ça pour aujourd'hui. Un peu, là, ça va ressembler à ça parce que je vous avoue qu'on est un peu dernière minute et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que la voiture avait été un peu déshabillée de son équipement parce que elle a gardé son bois. Hein? Elle a gardé son bois, oui, on l'a gardé là, mais elle était déshabillée de son équipement parce qu'elle va faire partie d'une série télévisuelle l'an prochain qui va s'appeler Vampire. J'oublie le nom, mais une télésérie québécoise qui traite des vampires et la voiture va faire partie de cette émission-là. Et là, elle part, elle revient de temps en temps pour aller sur des plateaux de télé. Et c'est évidemment, pour ça les traces de sang là un peu partout à l'intérieur. Exactement. C'est ce qu'on a fait. C'est pas de l'huile à transmission. Non, c'est ça. C'est du vrai bon, sang. Luc, il nous dit que là, c'est beau. Et Yves, même chose. Bonsoir à Yves. Alors, bienvenue parmi nous. On a déjà, 150 personnes. Alors, parfait. Mais c'est ça. Alors, la voiture se promène un petit peu ces temps-ci, même si, évidemment, la saison estivale des voitures de collection est terminée. Quoique aujourd'hui, je me suis laissé aller un peu en conduisant un vieux classique, mais on vous en reparlera un peu plus tard. En attendant, ta question. Oui, donc en quelle année Porsche a-t-elle remporté le fameux rallye Paris-Dakar? Ah, Dakar. Dakar. je comprends pourquoi tu poses la question. Ben oui. Parce que, évidemment, on est allé... Oui. Oh, on y reviendra, là, on y reviendra. Bon, OK. Alors, première chose sur la table aujourd'hui, c'est le fait que j'ai acheté non pas une, mais deux voitures. Un petit mercredi, hein? Un petit mercredi, c'est ça. Deux voitures un peu différentes, avec des vocations différentes, ça c'est évident. De la misère avec mes supports, moi, aujourd'hui, hein? Oui. Bon, on va l'avoir. OK. Alors, deux voitures bien différentes parce que la première, c'est une voiture de tous les jours. Et la deuxième, c'est une voiture que j'avais vendue et que j'ai décidé de racheter, mais pas la même. En tout cas, grosso modo... Mais tu nous avais un peu teasé la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais plutôt il y a 2 semaines. Tu t'es procuré ton premier véhicule électrique. Ça t'a donné envie d'aller t'en chercher un, toi aussi, hein?
Non. Et par contre, la deuxième voiture, ça, tu le sais, ça me plaît énormément. Ouais. Alors, bref, ce matin, tu as pris possession de ta Chevrolet Bolt EV, une vraie voiture de livraison. Oui, parce qu'elle est blanche et c'est pas la couleur que j'aurais voulu, mais enfin bref. Puis c'est sûr que là, j'ai partagé l'information sur ma page Facebook et il y a des dizaines de personnes. Ça a pris combien de temps avant que tu l'ailles? Ça a pris combien de temps avant que tu l'ailles? Hey, vous aimerez pas ma réponse. Ça a pris 1 mois. Mais en même temps, c'est très peu. C'est beaucoup moins que l'information qui circule énormément. Mais il faut quand même mettre les choses en perspective. C'est un modèle de base, blanc. Beaucoup de gens vont vouloir le EUV. Et avec toute la nouvelle génération de véhicules GM électriques, le Blazer, l'Equinox et compagnie, ben beaucoup vont se dire, finalement, le petit véhicule citadin, c'est pas nécessairement ce que je veux ou ce que je voudrais. L'autre affaire, c'est que combien de gens ont remis un dépôt ou ont inscrit leur nom sur une liste d'attente pour Ioniq 5, un Volkswagen ID4, une Chevrolet Bolt, tout plein. Alors, évidemment, les listes d'attente sont en quelque sorte bouleversées. Et oui, s'il arrive une annulation, puis que tu es vite sur le téléphone pour répondre quand il y a une annulation, justement, ben pourquoi pas? Ben en fait, moi, j'ai passé la commande il y a peut-être un petit peu plus d'1 mois à mon concessionnaire en lui disant, écoute, si jamais tu as une Bolt qui se présente, ben moi, je suis preneur, tu sais. En lui disant, je veux pas aller dans une EUV, encore moins dans une Premier, je veux pas payer pour du luxe. Pour moi, c'est une voiture pragmatique. J'aimerais juste ça qu'elle soit ni noire ni blanche parce que... Et ils t'ont écouté, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et évidemment, ben, il m'a appelé 1 mois après en me disant, j'ai une annulation, elle est blanche, je te l'offre quand même, la veux-tu? Puis là, j'ai fait, hey, 1 mois pour vrai. Tu sais, bon, pas besoin de te dire qu'il n'y a pas besoin de négociation de prix, là. Non. Mais... Même les garde-boue, il faut le payer. Ouais, c'est ça. Tu sais. Mais en plus, puis là, je veux vraiment pas rentrer dans les détails de la transaction, mais en même temps, tu offrais une monnaie d'échange intéressante pour un concessionnaire GM. Ah, ben ça, c'est sans qu'il le sache, cela dit. Okay. Ça, c'est sans qu'il le sache. Parce que oui, j'ai remis les clés de ma camionnette Silverado. Parce qu'on a déjà abordé ce sujet-là. Là. Certains concessionnaires vont demander, ben, tu sais, qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Est-ce que tu nous donnes un véhicule d'occasion qu'on va pouvoir revendre en faisant un profit? Alors, c'est certain que ça rentre dans l'équation. Oui, mais quand lui m'a contacté, lui ne savait pas que je me débarrasserais de la camionnette en même temps. D'accord. Puis la vérité, c'est que je m'en suis défait parce que on a un autre véhicule utilitaire dans la compagnie qui fait le travail. J'en ai pas besoin, j'en ai de moins en moins besoin. Je m'étais payé un luxe et puis là, de façon plus pragmatique, j'ai décidé de tout simplement me défaire de la camionnette puis de passer à un véhicule électrique pour une question économique, pour une question écologique. Appelle ça comme tu voudras, mais la Chevrolet Bolt, moi, je calcule que c'est une auto qui ne coûte rien, même si tu ne l'utilises à peu près pas. En fait, ce qu'elle te coûte, c'est les assurances qui sont faramineusement élevées. Ça, je vais revenir là-dessus. Mais la voiture est stationnée ici pendant des mois et je vais la revendre le même prix l'année prochaine. Il n'y a pas de dépréciation. Il n'y a pas de dépréciation sur cette voiture-là. Le coût d'utilisation est faible parce que tu peux la charger pratiquement tout le temps à la maison. Tu utiliseras très rarement les bornes du circuit électrique. Ben attends, en plus de ça, Chevrolet te remet une carte de 750 $ de recharge gratuite avec les bornes Flow qui sont affiliées au circuit électrique. C'est beaucoup, 750 $? Hey, avant que tu vides 750, là, tu vas rouler. De charge à l'extérieur de chez toi. Oui, c'est ça. Moi, on s'entend que 90, sinon 95% de tes recharges. Ça, c'est GM Canada. C'est GM Canada qui te donne ça. Fait que, tu sais, ça vient avec. C'était soit ça, ou on te paie l'installation d'une borne de recharge à domicile. Je l'ai déjà, donc j'ai pris la charge. Puis honnêtement, parfait. C'est ça, je te dis, le coût de possession de ce véhicule-là, il est nul par rapport à mon ancien Chevrolet Silverado. Où là, ben, le litre du diesel est cher. C'est le fun. Hein? J'ai fait un calcul, juste pour votre gouverne, OK? En ce moment, là, il y a la semaine passée, le litre de diesel était à 2,40 $ au coin de la rue ici. Le litre d'essence à 1,68 $. J'ai calculé qu'en me fiant au code de consommation de Transport Canada, pas nécessairement les cotes réelles, là,
mais les cotes de Transport Canada, un 6,2 litres Silverado avec un moteur 420 chevaux, ça coûte 23,52 $ du 100 km à rouler à 1,68 $ le litre. D'accord. Le Silverado diesel coûte 24,75 $ du 100 km à rouler, même si ta consommation d'essence est 40% plus faible. Parce que le coût de chaque litre est bien plus élevé. Exactement. Donc, toute mais l'économie... le 6.2, on doit le rouler au super, techniquement, non? Non. C'est pas ce qui est recommandé par le fabricant? Tu peux rouler ça à l'ordinaire, il n'y a pas de problème. Puis un 5.3, c'est 1 litre au 100 de moins. Le 5.3, t'es à 21 et des poussières, là, tu sais. Fait que, je suis comme... Puis le 4 cylindres 2.7 litres, ben là, encore moins. Fait que... 4 cylindres 2.7 litres qu'on commence à annoncer, hein, tranquillement. On le publicise pas à peu près. On commence à en faire la promotion. On le compare à la grosse cylindrée polluante. En fait, moi, je me permets de te dire, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé aux gens de chez Chevrolet ce matin quand j'étais au concessionnaire. Je trouve que la pub est très mal faite parce qu'on se tire dans le pied. On dénigre d'autres produits de tu sais, je veux dire, ce qu'on vend chez GM, c'est du 5.3, du 6.2, puis là, on tire dans le pied des 5.3, 6.2 pour vendre des 2.7 turbo. Je trouve ça un peu particulier comme stratégie, mais on m'a dit chez le concessionnaire que la presse, puis je parle pas de la presse, les chroniques automobiles, les commentaires qu'on reçoit de partout chez les concessionnaires, de la part des consommateurs, de la part de l'industrie en général, c'est qu'il y a une connotation négative au fait qu'il y ait un 4 cylindres dans un gros pick-up comme celui-là. Ce qui est en partie compréhensible. Là. Oui, c'est difficile d'accepter dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, 2,7 litres, c'est la même taille qu'un V6 chez Ford de 2,7 litres aussi. Là. Ah, ben en termes de cylindrée, oui. Mais en termes de sonorité, c'est pas pareil. Puis bon, puis le couple est intéressant. Là, t'as 400 livres de couple passé. Là, sur papier, c'est ça. Fait que, mais bref, c'est un moteur qu'on a de la misère à vendre. Puis il y a un gros trou chez General Motors en bas du 5.3 litres. Bon, il y a des gens. On n'a pas de V6, on a le 6 cylindres diesel. Mais c'est ça, le V6 est parti. C'est tout. C'est ça. Puis l'avantage, c'est que oui, on a un diesel, puis les autres en ont plus, parce que même Ram l'a abandonné. Mais actuellement, c'est plus ou moins convaincu. C'est dur à vendre des diesels. Aux États-Unis, le diesel est le même prix que l'essence. Fait que pas besoin de te dire que le camion que je possédais, un Duramax, dont j'ai redonné les clés aujourd'hui, il est déjà en route vers les États-Unis, là, c'est sûr. Parce que ça va se revendre comme ça là-bas. Bien sûr. Puis il est impeccable, là. Je l'ai gardé assez proche. Il n'a pas travaillé très fort. Il n'a pas travaillé très fort. Fait que... Est-ce qu'il a tiré une remorque une fois? Oui. À quelques reprises. OK. Ah, oui. D'ailleurs, pas à toi, là, l'avait prêté pour que tu ailles chercher quelque chose? Non, c'était l'ancien. Ah, OK. Oui. Mais non. On était allés ensemble, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ah, ben oui. Chercher le Baron. Oui, le Baron, mais qu'est-ce que tu étais allé chercher? Attends un peu. Tu étais allé chercher c'était pas une Miata? Qu'est-ce que tu étais allé chercher avec Benoît Lavigne? Bonne question. Oui, Ah, ben ça, encore une fois, c'était ton ancien. Ton ancien, mais on avait été porté en Challenger. Ah, voilà. OK. Voilà. OK, c'est ça. J'avais aussi déménagé avec ton ancien RAM, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, OK. Bref, je trouve ça pratique, un ami qui a un pick-up. Ouais, c'est ça. Ben là, il y en a plus. Ben, il y en a un, mais... il est un peu plus vieux. C'est un 77. Moi, quand il y a un rack à fusil, j'aime mieux me tenir loin de ça. C'est ça. Il n'y a pas de fusil dedans, il y a juste le support. Bon, fait que non, c'est ça. Ben, la Bolt, pour moi, c'est un achat pragmatique. Ça va bien, c'est fiable, c'est efficace. C'est l'auto électrique la moins chère que tu puisses t'acheter. Pour vrai, il n'y a rien de moins cher que ça. Non. Pense-y, là, une Leaf, même avec la petite autonomie, plus chère. Une Soul avec la petite autonomie, plus chère. Et tu ne crains pas, c'est semi-ironique, là, mais tu ne crains pas l'incendie de ta demeure? Non. D'accord. Non, je suis pas bien nerveux pour ça. D'accord. Mais est-ce que tu vas programmer la recharge pour pas qu'elle dépasse 90% ou quelque chose comme ça? Ou non, ça t'inquiète pas trop? Pas vraiment. D'accord. Pas nerveux avec ça. La vérité, là, c'est que des Bolt là, qui ont brûlé, là, il y en a eu combien? Quelques-unes. Il y a beaucoup plus de Kona qui ont brûlé. Il y a beaucoup plus de véhicules à essence. Bon, non. Les chances sont infimes. Là, je suis pas bien nerveux avec ça. Mais voilà. Sauf que ça coûte une fortune d'assurance. J'ai fait 4 soumissions chez des assureurs.
Le Silverado RST Duramax diesel rempli d'options que j'avais avait une valeur sur papier de 72 000 et des poussières, OK? La Bolt, c'est 39 000 et des poussières. Le Silverado coûtait 660 d'assurance par année, la Bolt 1310. Il faut dire là-dedans, le Silverado est bien plus propice à être volé que la Bolt. On est d'accord? Puis là, on avait la discussion, toi puis moi, puis je l'avais avec des amis. Ouais, mais peut-être qu'il y a beaucoup de sinistres sur des Bolts. Je dis, attends un peu, là. Ah oui, la Bolt, c'est une voiture populaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus populaire qu'un Silverado? Un F-150. Oui. Final. À part de ça, il n'y a rien de plus populaire que ça. C'est pas comme s'il n'y en avait pas des sinistres, des dommages sur des Silverado. C'est pas comme si c'était pas volé non plus, des pick-up pleine grandeur. Non, non. Bolt, là, il n'y a personne qui vole ça parce qu'on le sait que le meilleur antivol sur une voiture, c'est de la prendre électrique. Oui. Il y a personne qui vole des véhicules électriques. C'est pas exportable. Il y a personne au Moyen-Orient ou en Afrique qui roule des autos électriques. On s'entend dessus? Ça n'existe pas. Fait que, achète-toi une voiture électrique, c'est comme si tu te mettais un Sherlock. C'est la même affaire. Après ça, il n'y a pas de sinistre sur ces voitures. C'est pas des jeunes qui battent ça, le pied au fond. Non, c'est pas comme si t'achetais une Civic à l'an 2000. On n'est pas là. On n'est pas là du tout. Quand la Tiburon était sortie, je me rappelle... C'était pas assurable. C'était pas assurable si t'avais moins de 30 ans. Là, c'était quelque chose. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est une petite voiture à vocation urbaine. Bon, puis le coût de réparation, les coûts des pièces, pas faramineux non plus, là. Alors comment? C'est quoi l'explication? Il y en a pas? Il y en a pas. Ben, tu sais, je veux dire, les actuaires des assureurs... Est-ce que ils font juste pas essayer de prendre eux aussi une poignée de bonbons dans le plat? Est-ce qu'ils essaient de se servir? Moi, j'ai le feeling que c'est ça. Parce qu'en plus, ils osent tous te dire, ah oui, puis on vous accorde le rabais de 10% pour véhicules électriques. Hey, sérieusement, là. Ben oui. J'ai une Camaro SS dans le garage 2020 qui me coûte 710 $ d'assurance par année. Tu sais, s'il y a un véhicule que tu es propice à entourer autour d'un poteau, là, c'est pas mal plus ça, là. Fait il n'y a pas de logique, là. Je veux dire, enfin, bref. Fait que, oui, tu économises partout avec une Chevrolet Bolt, sauf au niveau des assurances. Et est-ce qu'on sait si c'est très coûteux pour une Livre, par exemple, ou un Conan J'ai pas fait l'exercice. Mais bref, il y a quand même ça qu'il faut considérer si vous achetez une Bolt. Maintenant, est-ce qu'on doit s'empêcher d'acheter un véhicule électrique à cause de ça? Non, là. Non. Mais tu sais, je te cacherai quand même pas que moi, blanc, c'est pas ma couleur. Non. Mais je t'ai dit de la faire décorer comme une grosse vache. Là. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, j'ai déjà passé une commande pour une autre. Ah, d'accord. Et puis, mais si jamais... tu sauves la planète, t'achètes des véhicules neufs tous les 6 mois. C'est ça. La planète te remercie. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai déjà un ami qui veut l'acheter, la mienne. Oui. Alors, tu sais, si dans 6 mois, 1 an, il y a quelque chose... Non. Non, toi, t'en veux pas, hein? Non. À moins que je mette des panneaux de bois. Qu'on pourrait lui... Pas sûr que ce serait très beau. Qu'on pourrait lui bolter dans les côtés. Ah, d'accord. Mais non, c'est ça. Fait que je pourrais repasser celle-là à quelqu'un qui la veut, en espérant que l'autre, elle soit pas noire. Parce que là, sinon, je vais regarder celle-là. Mais c'est juste une... Puis rendu là, tu sais, c'est pas plus grave que ça. C'est juste est-ce que tu pourrais être intéressé par un véhicule comme l'Equinox EV, par exemple? Ou, Oh, ça dépend du prix, mais moi... tu n'iras pas payer 60 000 $ jamais. Pour... Tu sais, tu me vendrais jamais une Ion X5 à 62 000 $. J'ai pas besoin de ça. Moi, la voiture que j'achète, c'est une voiture... Faut que la voiture me coûte rien. Tu sais, il y a vraiment une vocation financière importante là-dedans parce que j'ai fait le choix de me défaire d'un camion qui me coûtait une fortune en assurance, en carburant, pas en assurance, pardon, mais en carburant, puis en paiement mensuel, puis tout ça, parce qu'il y a une dépréciation qui vient aussi avec le camion, pour passer à un véhicule qui, oui, est plus vert. Je vais pouvoir économiser quand je vais à Salut Bonjour à Québec, par exemple, je fais un aller-retour, ça ne me coûte rien, ça va me coûter 10 piastres d'électricité. C'est ça, je veux dire. Il y a tout cet aspect-là qui est important. Taux d'intérêt, ça ressemble à quoi? 5.4, mais 8.9 en location. Fait que tu loues pas.
Fait que chez GM, on veut rien savoir de les revoir. Mais non, parce que chez GM, une Bolt en dehors du Québec, c'est un échec commercial. Oui, je le sais, mais au Québec, on aimerait ça les revoir. Oui, mais c'est à Toronto qu'ils établissent les taux, c'est pas à Montréal. Fait que les taux sont basés en fonction... Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Ça a toujours fonctionné comme ça. Les valeurs résiduelles sont établies en fonction du marché de Toronto. Tout est établi en fonction du marché de Toronto, même si c'est stupide, raide. Puis tu parles à des compagnies comme Black Book puis ALG qui établissent les valeurs résiduelles. Ben oui. Tu sais, moi, ça me fait rire, là. La valeur résiduelle d'une Genesis G80 électrique, tu devrais voir ça. C'est épouvantable, c'est à peine 30%. Ouch! Alors que, selon moi, c'est une auto qui va se revendre en pourcentage plus cher dans l'occasion qu'un modèle à essence. En pourcentage, ben à court Même et si moyen terme, oui. Mais en même temps, la technologie évolue tellement rapidement que oui, mais dans 4 ans, qui voudra de ça? Je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que tu sais, la moyenne des véhicules électriques, là, au bout de 4 ans, là, la valeur résiduelle est à 40-45%. Oui, en ce moment, parce qu'il y a pénurie dans le neuf. Non, mais c'est pas bon, là, 40-45%. Ça devrait être 75, tu comprends-tu? C'est pas vrai, le 75%. On est... Le 75%, on l'observe en ce moment parce qu'on n'est pas capable d'avoir des neufs. C'est pas normal de voir une Focus électrique se vendre 15 000 $. Non, je le sais, mais ce que je te dis, non, une Focus électrique 2013-14 à 15 000, puis une Nissan Leaf. Regarde-les, là, ça vaut combien une Focus électrique, là? Une Nissan Leaf 2013-14, ça se paie 14-15 000 $, tu fais 125 km. C'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, tu fais 100-125 km, là. Puis si elle a un peu d'usure de batterie, là, bonne chance, tu fais ça. Fait que, tu sais, ça va mal, là? C'est moyen pratique. Mais ça dépend des besoins. Tu sais, il y a des gens pour qui... j'ai croisé un autre MX-30 aujourd'hui. Oui, mais justement, si ça te suffit, une centaine de kilomètres, va t'acheter un véhicule économique à essence plus récent, puis tu vas être correct. Oui, c'est sûr. Tu sais, si tu roules tout au plus 100 km à chaque fois, là, va t'acheter un véhicule à essence moderne, puis il n'y a pas de problème, qui va te durer bien plus longtemps. Ben, que les premières voitures électriques, oui. Ben oui. Parce que c'est sûr que, tu sais, les premières Focus, les premières Leaf, une Mitsubishi IMIEV, là... Ça continuera pas d'avoir une valeur très longtemps encore. Une IMIEV, là, dans le marché de location, je sais pas combien ça vaut, hein? Ben, c'est drôle, Marketplace m'en a proposé une tout à l'heure. Ah, d'après moi, c'est que Mark Zuckerberg a remarqué que tu avais acheté un véhicule électrique neuf et que moi, je ne pouvais que me permettre la dernière des vidanges électriques. Alors, on m'en proposait une, mais je peux tenter de la retrouver, mais c'était 7 ou 8 000 $. Écoute! Pour un carte de golf, ça me paraît assez cher. Ça se vendait, quoi? Presque 30 000 $ flambant neuf, ça. Je vais la retrouver. 28 000 et des poussières flambant neuf que ça se vendait en 2011-12, là. Ah, vois-tu, je l'ai ici. C'est une 2014 de 170 000 km. Qui était cognée, là, un peu, les pare-chocs éraflés, grises, et on en demande, effectivement, 7 499 $. Passe-moi ton téléphone qu'on le monte à l'écran. Oui. C'est déjà vu. 7 499 $. Il faut le faire, hein? Voilà. Donc, non. Je trouve que ma Bolt à 30 000 $ plus taxe, c'est un bon deal. Pas si pire. Elle avait 7 km au compteur quand je suis allé la chercher. Ah, c'est pas mal neuf, ouais, ça. C'est quand même. C'est pas mal neuf. Pas mal neuf. Mais là, elle en a 160 quelque chose. Là. Ouais. J'ai roulé un peu avec aujourd'hui. J'en ai fait un bout là-dessus parce qu'on est allé chercher un deuxième véhicule. Oui, c'est vrai, on est rendu à jaser de ça. Ah, là, t'es content. Ben, pas mal plus content. Bon, un peu jaloux, mais gentiment. J'avais vendu à notre ami Benoît Lavigne, maniaque de Mazda MX-5 Miata, ma 91 British Racing Green au printemps 2020. Et il faut dire que Benoît est un mordu de cette voiture-là depuis qu'on l'a présentée en 1989. Mais mordu fanatique, là. Mais en même temps, il n'en avait jamais possédé avant le printemps 2020. Et là, tu lui en as vendu une première et il en a acheté 5, 6, 7 après ça. Il en a encore 4 maintenant. Ben, il a vendu un Challenger 70 avec lequel on avait été livré avec. Oui, c'est ça. Il a vendu un Challenger 70 qui lui a permis d'acheter 6 Miata, finalement. À peu près. mais c'est ça. Il avait acheté ma Miata. Je lui avais vendu parce que je ne l'utilisais que peu. Puis je l'ai regretté rapidement parce que
C'est une petite voiture que j'adorais, je la trouvais belle, le mariage de couleurs, j'aime la Miata de première génération. Quand t'es rendu, oui, c'est ça, avec les pop-up eyes, avec les phares escamotables, c'est simple, c'est pas puissant, ça pèse absolument rien, mais je préfère énormément cette voiture-là à une 2002, là. C'est tellement léger qu'on ressent une grande différence si on est un ou deux à bord du véhicule. Ah, c'est un monde de différence. Quel véhicule tu remarques ça, là? Ah, c'est rare, là. Oui. Aujourd'hui, oui. C'est rare. Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. Parce que quand les voitures avaient 60-80 chevaux, là. Oui, tu sais, d'avoir 200 livres de plus ou 200 livres de moins à bord, là, ça fait une différence. Moi, j'ai eu une leçon de vie quand j'étais beaucoup plus jeune. J'avais une Colt 200, une petite Dodge Colt 200 GT. Et puis, je roulais, j'avais 3 de mes amis dans l'auto et ça freinait sec en avant de moi. Et j'ai freiné sec à mon tour pour réaliser que, ça réagit pas pareil quand t'es 4 dans l'auto que quand t'es seul. Ouais. Et la voiture était chaussée de pneus de taille 175-70 R13. Et de type 4 saisons en hiver? Ou, Non, de type 4 saisons en automne, là. Okay. Mais oui, ça avait cogné parce que j'avais pas eu assez de distance. J'avais mal calculé mes distances. C'est le seul accident que j'ai eu comme tel dans ma vie, en fait. C'est pour ça que tes assurances coûtent cher 30 ans plus tard. Oui, c'est ça. T'appelles les compagnies d'assurance. Avez-vous réclamé, monsieur, dans les 6 dernières années? Dans les 20 dernières années, j'ai pas réclamé, tu sais. Puis là, ben, tu leur dis, voulez-vous le déductible à 50, à 100 ou à 250? À 1000! Qui réclame en bas de 1000 piastres? Mets-moi ça en haut. C'est ça, je comprends pas. Oui. Tu sais, si t'as un bris de vitre, change ta vitre, tu feras pas de réclamation, tu vas la repayer en assurance par après. Fait que les déductibles, moi, c'est toujours à côté au fond. Puis de toute façon, jusqu'à date, touche du bois, il m'est jamais rien arrivé. Ouais. Fait que, évidemment, il suffit d'en parler pour que ça arrive, là. Ouais. C'est ça. Mais on parlait d'assurance, j'ai renouvelé les miennes de mon côté. Ouais. Puis bon, tu sais, c'est pas nécessairement évident de sauver des dollars en ce moment alors que tout coûte plus cher. Si vous n'allez pas aux États-Unis avec votre véhicule, d'avoir la responsabilité civile à 2 millions, c'est complètement inutile. oui, c'est sûr. Mais on va toujours vous l'offrir. Oui, mais moi, je la prends à 1 million. Sans jamais vous le dire. Ah, il y a juste 20 $ de différence. Ben oui, mais si tu as 3 véhicules à la maison, ça fait une différence. 1 million. Moi, c'est tout au minimum. Voilà. Toujours au minimum. Voilà. La voiture de location qu'on peut t'offrir, puis l'assistance routière, puis les gens veulent pas. Puis le service d'avocat, là, puis tout ce que tu dis. Merci, bonsoir. C'est gentil de l'offrir. C'est ça. Fait que, bref. Voilà. Fait que la responsabilité civile à 2 millions, si on va pas aux États-Unis, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Pas besoin de te dire que j'irai pas aux États-Unis avec la Bolt. Ben, tu pourrais y aller. Oui, mais disons que le réseau de recharge là-bas est pas... c'est différent. Tu sais, c'est ça. Tu vas ouvrir ton application du circuit électrique. Ah, il y a moins de bornes. un petit peu. Mais bref. Alors, l'autre voiture, c'est une Miata que j'ai retrouvée, en fait, une Miata 1991 verte. Vous avez peut-être vu la photo passer sur ma page Facebook aujourd'hui parce que j'ai posté une photo des 2 voitures que j'ai achetées le même jour. C'est drôle d'ailleurs de voir la Bolt à côté de la Miata parce qu'on dirait que la Bolt est comme un Suburban. Elle est énorme à côté alors que dans la réalité, c'est pas des grosses voitures. Non. Mais bref, j'ai posté ça puis là j'ai trouvé une Miata 91 documentée, entièrement d'origine. Il y a 2-3 petites dents, des petites poques dessus. Faut fouiller pour regarder. Puis je vais appeler mon ami de chez Boss Solutions, Luc. C'est sûr que je prends un rendez-vous avec toi. Les cuirs ont besoin d'être retravaillés un peu, mais il n'y a rien d'endommagé. Elle est complètement d'origine. Vraiment, là, c'est une belle voiture. J'ai les moquettes d'origine, j'ai la brassière d'origine en avant que je mettrai pas, mais je l'ai pareil. Puis moi, j'aime ça, ces voitures-là originales. Il y en a beaucoup qui ont été maltraitées. Il y en a beaucoup qui ont un peu de corrosion à des endroits. Tu le vois pas toujours. Si elle est sortie une fois l'hiver sur 30 ans, ils sont rouillés. C'est plate, là. Pas une fois, là, mais... Non, mais un hiver, là. Oui. Si elle a eu le... Parce que
c'est très vulnérable. Qui sont sortis là, au début des années 90. Là. Tu sais, faut juste retourner en 1990 pour se rappeler que la moyenne des voitures japonaises, la moyenne des voitures point, rouillait d'un claquement de doigts, là. Alors, on achetait une Mazda 323 90, en 95, 16, il y avait de la rouille dessus. Exactement. Tu sais, pas une affaire effrayante, mais il y avait... si on est sorti un peu avec une Miata en 90, évidemment... Puis qu'elle n'a jamais été traitée de surcroît, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Puis c'était un peu plus commun à l'époque de sortir des voitures décapotables l'hiver. On vendait le toit rigide. Oui, puis surtout pour des voitures de grande série. Bon, je te parle pas d'une Porsche 911, non. Mais tu sais, aujourd'hui, les gens achèteraient une Beetle décapotable, puis ils asserreraient l'hiver, alors c'est une auto qui peut être roulée... Bon, tu sais, il y a des gens qui vont rouler des A4 cabriolets, quattro, mais je veux dire, n'importe quel... à cette époque-là, des Mustangs décapotables, t'en voyais l'hiver, c'était pas des 4 cylindres, puis peu importe. Il y avait un choix de voitures décapotables, là, des Sunbird, tu comprends-tu? Les gens ne misaient pas forcément ça. Fait que Miata non plus, même si c'était pas une auto géniale dans la neige, d'ailleurs... Ça peut être plaisant, assurément. Et c'est drôle parce que il y a une dame, je ne la connais pas personnellement, mais je l'ai croisée depuis des années et des années. Il y a une petite épicerie pas loin de chez moi. Cette dame-là travaille à l'épicerie depuis que je demeure dans le coin. Ça fait presque 20 ans maintenant. Et je l'ai toujours vue au volant d'une Miata, hiver comme été. Alors, chaussée de pneus d'hiver avec des jantes d'acier, sinon l'été. Et un modèle de quelle génération? Initialement, elle avait un modèle genre une 99 2000 2001 là, comme ça, qu'elle a remplacé pour une, j'ai envie de te dire, une 2010. Et là, elle roule l'actuelle génération. Fait que ça fait 3 Miata qu'elle conduit. Puis c'est une dame qui travaille à l'épicerie pas loin. Hiver comme été, elle roule en Miata. Visiblement, elle en prend soin. Bravo, madame. Et ça marche. Oui. Alors, je trouve ça le fun de voir ça stationné à côté des Atlas, Explorer, Highlander, Pathfinder. Il y en a beaucoup qui finissent en heure. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime ça parce que ta blonde, elle écrit pendant que... Bon, salutations. Mais, alors bref, il y a ce côté hardcore-là qu'on ne voit plus aujourd'hui avec des voitures décapotables. Oui. Puis, mais moi, la Miata que j'ai achetée, elle n'a jamais roulé l'hiver. Ça, c'est évident. Elle est très, très belle. Ouais. Fait que, elle a roulé l'hiver aujourd'hui. C'est pas l'hiver encore. Bon. Ça s'en vient. Elle a vu la neige un peu aujourd'hui, qu'il n'y en avait pas beaucoup sur les routes. Et puis là, elle va dormir au garage ce soir jusqu'au prochain printemps, finalement. Voilà. Ça va ressembler à ça. Un mot sur rouler au suivant? Oui, parce que contre toute attente, en fait, Rouleau suivant revient là, pour une deuxième saison à la télé. Ça va être diffusé l'été prochain. Mais on va rediffuser un épisode de Rouleau suivant sur TVA le samedi 10 décembre à 11h30. Alors, ceux qui n'ont pas vu la série, ça sera aussi l'occasion de voir un épisode. Est-ce qu'on sait c'est lequel? C'est l'épisode avec la Mercury Grand Marquis. Ah, d'accord. Alors, voilà. Alors, cet épisode-là va passer le 10 décembre. Après ça, il y aura des films de Noël jusqu'au début janvier. Et dès le 7 janvier, c'est le sapin en déboule, j'espère. Oui. C'est sûr que ça va repasser. Y a-t-il un Noël où ça n'a pas passé? Non. C'est sûr, hein? C'est un grand classique. C'est un grand classique. Alors, 7 janvier, c'est le début du guide de l'auto sur TVA pour 26 semaines en ligne. Et après quoi, on revient avec rouleau suivant. Fait qu'on est là du 7 janvier jusqu'à la fin août. Et après quoi, c'est Académie électrique du guide de l'auto qui revient pour la saison automnale. Fait que la plage horaire du samedi 11h30 est occupée par de l'automobile à TVA. Ça va être la nouvelle règle pour 2023 et j'espère bien 2024, 2025, 2026 à suivre. On croise les doigts. On croise les doigts. Alors, voilà, j'ai fait l'acquisition de 2 voitures aujourd'hui. Vivement demain, hein? Ouais, là, non, peut-être pas, là. Mais tu sais, regarde, j'ai acheté une Miata, elle ne perdra pas un sou de valeur. J'ai acheté une Bolt, elle ne perdra pas un sou de valeur. Je considère que c'est pas trop coûteux de le faire comme ça. C'est simplement de monopoliser des billes. Ouais, exactement. Fiat qui revient contre toute attente.
Je te pose une question, OK? Chez Fiat, on revient, mais on va nous dire chez Fiat qu'on n'est jamais vraiment parti. Ouais, c'est ça. Oui. Combien a-t-on vendu de Fiat au Canada depuis le début de l'année 2022? Au Canada? Au Canada. 9. 9. 3? Ah, plus que ça quand même. OK. 13? Pas mal plus que ça. 50? 47. Mais combien sont millésimés 2022 dans Probablement ça? Aucune. Probablement. Parce que... Pour moi, c'est l'information à retenir. C'est comme quand on voit les palmarès de vente, par exemple, aux États-Unis, puis on voit qu'il s'est vendu l'année dernière une Viper, par exemple. Mais on sait que c'est un concessionnaire qui en avait conservé une et qui ne l'avait pas vendue à ce moment-là. Fait que, ben là, tu vois, dans le... Fait que, est-ce qu'il y a des concessionnaires qui avaient, par exemple, gardé des 124? Oui, 3. Bon, ben c'est ça. Fait qu'il s'est vendu sur les 47, il y a 3 véhicules Fiat qui sont des 124 Spider. Dernière année de production, c'est 2020, je crois. 2019 ou 2020, bon. là. Alors, fait qu'en 2022, on a vendu 3 Fiat 124 neuves au pays. La balance, c'est des 500X. Et de ce nombre, combien sont des 2022? Je pense que sur les doigts d'une main, on peut les compter. Et si on est chanceux, parce que j'ai le feeling que c'est surtout du 2020-2021. Là. Mais bref, c'est ce qu'on a vendu jusqu'à date chez Fiat. On n'a même plus de concessionnaire. On n'a plus de bannière. Puis on a déjà eu la discussion, toi et moi, Fiat est sur le respirateur artificiel, mais on le conserve parce que on a une entente avec les concessionnaires et si on brise cette entente-là, on sera obligé de dédommager à très fort prix les concessionnaires qui avaient adhéré au programme ou à la bannière Fiat en 2011 lorsque c'est arrivé sur le 2010 lorsque c'est arrivé sur le marché canadien. Mais là, revirement de situation. À Los Angeles, la semaine dernière, on nous a dit qu'on allait revenir avec une Fiat 500 électrique. Contre toute attente, en fait, on n'aura pas le choix d'avoir des véhicules électrifiés dans la gamme chez Stellantis. Et on tarde à arriver avec des produits de nouvelle génération. Là, chez Jeep, par exemple, là, on nous promet des choses, mais avant que ça arrive, ça va être long. Et visiblement, pour rencontrer les normes établies, on n'a pas le choix d'arriver demain avec des véhicules électriques. Cela dit, il faudra attendre encore 1 an avant que ça arrive. Ben là, j'ai trouvé ça drôle parce que à Los Angeles, on a présenté des versions Versace, puis Bulgari, des espèces de prototypes avec des marques de vêtements et d'accessoires de luxe. La marque Kirkland, hein? Non. Choix du président. Oui, non, il l'avait pas, celle-là. D'accord. Tout en jaune, là, écrit sans nom. C'est pas pire, ça. C'est différent. Hein? Tu sais, je sais pas, là, une Dodge Caliber jaune sans nom, il me semble, ça marche. Mais Fiat 500 va revenir sur le marché uniquement en électrique et on a annoncé que l'autonomie serait de 150 000. Ce qui veut dire 242 km, donc probablement 240 km, ce qui veut dire, si j'analyse ce qu'on vend sur le marché européen, qu'on aurait droit à la plus grosse des 2 batteries. Parce qu'il y a une batterie de quelque chose comme 28 kWh et l'autre, on est à 48. Là, autour de quelque chose comme ça. Là, les chiffres, je ne les ai pas dans la tête, mais il y a une batterie avec laquelle tu fais 150, puis l'autre 250. Ça n'a pas d'affaire sur le marché nord-américain. Et si on arrive ici avec une Fiat 500e qui est capable de faire 240-250 km d'autonomie et qu'on vend ça à prix un tant soit peu raisonnable, c'est sûr que si tu demandes beaucoup, là. Si tu demandes 45 000 cette affaire-là... Ça sera pas moins cher que ça, là. Ça sera pas moins cher qu'une Cooper SA. Ah, ben oui, il faut, là. Ben ça le sera pas, ben là. Oui, il faut. Ça le sera pas. Il faut. Sinon, parce que moi, ce que j'aime de ce concept-là, ben, 2 choses. D'abord, c'est une voiture qui est très jolie, qui est très sympathique. Deuxièmement... oui, c'est joli, c'est sympathique. Non, mais depuis que c'est arrivé, c'est joli, là, mais on va en revenir. Là. Oui, mais c'est parce que tout le problème de fiabilité de cette auto-là, de la 500, a résidé sur le fait qu'on avait une mécanique merdique. Là, on vient de régler le problème, là. Ben oui et non, là. Ça reste une technologie qu'on n'a pas ici, qu'on connaît pas beaucoup, là. Ben, à suivre. Pour moi, ce véhicule-là n'a pas fait ses preuves encore. Non, n'a pas fait ses preuves. On a-tu la thermorégulation? On a-tu ici, on a-tu ça? Bon. Et là, par
pardon, là, mais il y a bien des gens qui ont été échaudés là, par les Fiat, là. Oui. Mais c'est pas... En fait, la question, c'est on va-tu être sérieux? On va-tu en avoir? On va-tu vouloir en vendre? Ou est-ce que c'est... Il va falloir convaincre le réseau de concessionnaires d'en commander, d'en vendre, d'en pousser à des clients. Ça, je suis persuadé que ça va marcher. Parce que... moi, pour vrai, avoir un concessionnaire RAM en ce moment, je serais tanné de Fiat, je voudrais rien. De la marque, oui, mais tu veux de l'électrique? On se bat aux portes pour en acheter, personne en a. 500 électriques, là. Personne en a de l'électrique. Fait que n'importe quoi que tu as d'électrique dans ta cour, tu t'es content de l'avoir parce que tu sais que tu vas le vendre. C'est pas comme une Fiat à essence. Je comprends. Tu sais, un 500X, c'est invendable. Un Jeep Renegade à 43 000 $, c'est invendable. Tu penses vraiment que ça va être pas cher? Un 500E, électrique. Je te dis pas que ça sera pas cher. C'est tout ce que je te dis. Ça va être 45 000. Ça peut pas être en bas de ça. Si un véhicule, ça va être assemblé où, ça? Encore à Turin? Ou je sais pas où? Oublie ça, là. Avec la piètre valeur de notre dollar, oublie ça. Ça sera pas en bas de 45 000. Mettons qu'il est 45 000. Mettons qu'il est 45 000, enlève les crédits gouvernementaux, il est rendu à 33 34 000 $. Oui. OK? Un peu plus cher que la Bolt, d'accord. Donc, dans une voiture beaucoup moins pratique, avec une fiabilité qui a tout approuvé. Mais si tu peux l'avoir. Ben, ça, c'est l'autre affaire. On va encore avoir de la misère à en avoir ici. Ah, ben, à suivre. Cette usine-là, tu sais, si on est capable, va fournir le monde au complet. Si on est capable de vendre des MX-30 EV à 50 000 $. Ouais. C'est un mauvais achat, d'ailleurs. On en vend pareil, parce qu'on en a. C'est un mauvais achat. Tu sais, on en vend. Dit fort. Tu sais, ça ramasse pas la poussière chez les concessionnaires, ça, là. Ils en ont, puis ils en sortent. Bon. Ça se vend pas comme une Ioniq 5, on s'entend? Non, c'est plus modeste. Oui, mais quand même, tu sais, même des Cooper, ça se vend. Oui, oui. Fait que, à suivre. Moi, en tout cas, je suis pas convaincu, vraiment. Je te dis pas que je suis convaincu, je te dis que j'ai hâte de voir s'ils vont mettre les efforts pour en vendre, parce que s'ils le font, d'après moi, ils vont avoir un modèle d'affaires très cool. Et les concessionnaires Chrysler, là, qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Des gros trucks puis des Grand Cherokee. Oui. Ils ont rien en bas de ça. Des Wrangler, ça se vend. Des Wrangler 4XE, des listes d'attente. Imagine-tu toute la clientèle qu'on a perdue au fil des années? Tous ceux qui achetaient des néons à l'époque. Non, mais ceux qui achetaient... on a perdu la clientèle de la Dodge Caravan, d'accord, mais à 19 000 $, on faisait pas d'argent. Non, à 19 000 $, à la fin, on faisait de l'argent avec ces Non, parce qu'à la fin, elle était rendue 29 000, tu sais. Non, mais on faisait de l'argent avec ces fourgonnettes-là parce que ça faisait 10 ans qu'elles avaient été développées. Je l'entends. C'était bon. Je l'entends. Non, mais le marché est plus on veut plus vendre, là, des véhicules d'entrée de gamme. Ça intéresse plus personne, là. Ah, ben, ça sera pas vendu comme un véhicule d'entrée de gamme. Bon. Ça va juste être vendu moins cher qu'un Ram 1500, Laramie Limited, whatever, tu sais. C'est un autre marché. Ce que je te dis, c'est qu'on a abandonné une certaine partie de la clientèle. Ben, on va vendre ça entre un Grand Cherokee puis un Ram 1500. Tu vas avoir une pauvre petite Fiat 500. Sans vouloir te relancer, une Chevrolet Bolt, me permets moi de te dire que je suis allé chercher ça aujourd'hui. La Bolt était ceinturée de Silverado et de Sierra, là. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de tu cavaliers. L'as acheté dans le concessionnaire où on vend le plus de pick-up au Canada, faut dire. Bon, OK. Accessoirement. Mais en même temps, tu sais, tu peux pas comparer la Fiat 500 à la Bolt. Tu sais. Chez Chevrolet, on a cultivé ce désir d'électrification. Ah non, c'est clair que la Bolt est un produit plus sérieux. Ben oui. Oui, oui, mais entre ça puis rien à voir, parce qu'ils ont rien, Chrysler. Pas d'accord. Tu sais, on va-tu attendre la Airflow qui va se vendre 85 000 en 2026? T'as le temps de prendre ta retraite, puis moi aussi. Tu sais, t'as le temps d'acheter un Cadillac Lyriq puis qui rouille avant que ça arrive, là. Oui. Tu sais, oui. Le concept en argile qu'on a vu, là, on n'a pas réentendu parler ben. Fait que, à suivre. Bon. Toi, t'es allé, par exemple, on change de gamme de véhicules un peu. On me défâchait un peu. As-tu quelque chose à boire, Germain?
Tu m'as rien à faire. Non, je sais, je m'excuse. T'es allé avec Benoît Lavigne, d'ailleurs, et avec notre ami Roger Ouellette de Showtime Muscle Car et notre ami Fabrice de V8 Passion. Il y a que moi qui n'est pas allé, finalement. Il n'y a que toi qui n'y est pas allé, mais ce sera peut-être l'occasion de venir l'année prochaine. Ouais. Donc, c'est un événement qui a lieu chaque année, à peu près à ce temps-ci de l'année, à Rosemont, tout va bien? Oui, je cherchais ma boisson fraîche. D'accord. Et à Rosemont, en Illinois, tout près de Chicago. Et c'est pas à Chicago même? Non, en fait. OK. Ouais, moi aussi je pensais, mais c'est tout proche. C'est à quelques kilomètres de l'aéroport de Chicago, O'Hare, et ce n'est pas la ville de Chicago. Bon, en tout cas. Donc, c'est dans le Chicago Greater Area. On peut dire ça comme ça. Okay. Donc, c'est dans un grand palais des congrès et on réserve un plancher au complet qu'on remplit de muscle cars et de corvettes. Il y en a combien? Et je t'entends déjà me dire, à Granby, à Chambly, puis dans toutes les expositions de voitures anciennes, des Chargers, des Mustangs, puis des Nova. Je sais qu'on est, ailleurs. Puis là, attention, là, on est complètement ailleurs. C'est la crème de la crème du muscle car. Et là, justement, il n'y a pas trop de clones là. Il n'y a pas de clone du tout, en fait. En tout respect pour l'univers de l'automobile ancienne au Québec, puis les gens mettent beaucoup de cœur dans l'organisation d'événements, mais là, on est dans une envergure... mais là, tu arrives dans la Mecque. On est dans une envergure complètement différente, et... Il n'y a pas un véhicule là-bas qui va aller en bas de quoi, 150 000 $? Je pense pas, non. Je ne penserais pas. Et à chaque année, et c'est ce que m'expliquaient les 3 amis avec lesquels j'étais, qui, eux, y vont systématiquement chaque année. OK. Il n'y a pas un véhicule qui était là cette année qui était là l'année passée. Es-tu sérieux? À chaque année, on arrive avec des thématiques différentes, parce que ça aussi, c'est la clé. C'est pas juste, on remplit ça de muscle car, on ferme les portes, merci, bonsoir. On y va avec des thématiques différentes. Cette année, il y avait la thématique des wing cars, donc Charger, Daytona et Superbird. Quand on en voit 4 ou 5 réunis, c'est déjà le bout du bout. Ce qui était arrivé cette année à Saint-Liboire, au rassemblement du club. 5 ou 6, là. Il y en avait 5. Bon, puis c'était la j'ai fait des photos, puis c'était extraordinaire. C'était beau de voir ça, pour vrai. Il y en avait 50, là. Tu sais, puis il s'en est fabriqué combien de ça? C'est plus ou moins 1500 Superbird, puis quelques centaines là, de Daytona. Fait qu'il y avait quoi? 5% de la production totale d'une voiture construite en 69-70. En fait, mieux que ça, il y avait 5 ou 6 Charger 500 émis. Wow. Charger 569 sur pas tout à fait 500 produits. Fait que, tu sais, encore là, on avait des proportions franchement intéressantes. Mais oui, de voir presque 50 Superbird et Daytona réunis, c'est hallucinant. Mais là, on mélange les races. Là. GM, Ford, Chrysler, American Motors, tout est là. Oui, tout est là. Et j'ai discuté, moi, avec un monsieur... Tu veux que j'ai nommé American Motors pour faire plaisir à Grosse Brune? Non, mais tu ris, mais il y avait quelques AMX, Rebel de Machine, puis... peinturé 3 couleurs. Il y avait un Rebel de Machine, mais justement, il n'était pas 3 couleurs. Il était copper, justement. C'est rare, ça? C'est très, très rare, mais ça a pourtant existé. Et c'est ça. Et là, sur place, tu fais des rencontres, tu jases avec des gens, tu jases avec des collectionneurs américains. Je vous invite à constater que Germain est soudainement beaucoup plus enthousiaste à l'idée de parler de ces voitures-là que de parler de la 500 électrique ou de ma Chevrolet Bolt. Je pensais que tu allais dire, ah oui, tu as parlé en anglais, tu étais capable, mais non, OK. Mais non, là-bas, on se met à jaser avec un monsieur qui a une Plymouth Superbird. Et là, le monsieur nous raconte tout bonnement que lui, il l'a acheté neuf en 1970 et il l'a conservé tout ce temps. Puis oui, la voiture a une certaine patine. Il y a 2-3 packs ici et là. Le toit de vinyle, éventuellement, sera à refaire. Mais imagine à quel point on était visionnaire de dire en 1970, je vais dépenser 2500 $ américains, parce qu'il avait obtenu cette voiture-là à rabais, en plus, comble de l'histoire. 2500 américains dans le temps? Oui. Tu sais, il y avait eu quelques centaines de dollars. Ça se vendait 4300 Canadiens, ça. Quelque chose de même, à peu près. Mais oui, il nous disait l'avoir acheté à rabais, finalement.
et l'a conservé toutes ces années en la roulant périodiquement et en n'hésitant pas à faire de longs voyages. Puis ces autos-là, ce qui était en plus fascinant, c'est qu'il y a tellement de gens qui trouvaient ça laid que ce qu'on faisait, on achetait un Roadrunner Superbird avec le gros moteur. Là, ça venait avec le museau, le gros aileron arrière. On arrachait le museau, on mettait un devant le Roadrunner régulier, on enlevait l'aileron arrière, puis voilà. On est presque dans la légende urbaine, mais effectivement, c'était difficile à vendre à l'époque. C'était très cher. Et oui, là, le gros nez pointu, l'aileron en arrière, c'était... Les phares escamotables, là. Tu sais, si tu avais un accrochage, c'était pas fameux après ça. Alors, puis on s'entend avec la finition de ça. Bon, ben là, tu m'amènes sur un autre point intéressant. La finition était médiocre, c'était horrible, et les gens refusent de croire ça parce que les souvenirs, ben, avec les années, s'améliorent, on peut dire ça comme ça, et les techniques de restauration aujourd'hui permettent de fabriquer des voitures qui sont immensément de meilleure qualité que ce qu'on faisait à l'époque. Effectivement, et en même temps, si tu dépenses 150 ou 200 000 dans la restauration d'une voiture, est-ce que tu vas vouloir des coulisses? Vas-tu vouloir des défauts dans les joints? Tu vas-tu vouloir ça? Non, mais pourtant, à l'époque, c'était ça. Et sur place, il y avait un des très rares exemplaires de Charger Daytona qui n'a jamais même été repeint. Il est dans son état d'origine. Puis quand on le regarde, c'est plein de coulisses, c'est plein de défauts, c'est pas regardable. Et beaucoup ont été repeints sous garantie. Alors, 50 quelques années... Sous garantie? Oui. 50 quelques années plus tard, d'en voir un qui n'a jamais été... Et celui-là, sa peinture d'origine? Sa peinture d'origine au complet. C'est fascinant. Il y avait une section de véhicules Survivor, donc de véhicules... Et là, jamais restauré. Là. Et là, on a le jamais restauré pas mal plus sévère que dans n'importe quelle autre exposition au salon. On avait une Camaro Z28 81 qui avait 26 km. OK, mais là, ça, on parle pas d'un Survivor, ça, c'est un time capture. Là. C'est vraiment... Absolument. Et là, on avait un Charger 500... Attends, 26 000, j'imagine? Non, c'était une voiture d'Ontario. Wow! Qui a été acheté par un Américain. Ah, ouais. Oui. Tu sais, dans cette même section-là, on avait un Charger 69 à moteur EMI qui n'a jamais été immatriculé. Le véhicule est littéralement neuf. Ça existe et tu en vois là-bas et malheureusement pas à bien d'autres endroits. Puis là, bon, je parle de produits Chrysler et Mopar depuis quelques minutes. Ça vient me chercher, j'aime ça. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était de voir pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais 6 Shelby GT350 de pré-production 1965. Les 6 exemplaires réunis, cordés les unes à côté des autres. Déjà d'en voir une avec un numéro de série ordinaire, c'est exceptionnel. Pas un clone, là. Une vraie. Pas une restauration, là. Certains ont été restaurés, oui. OK. Mais l'une d'entre elles avait encore sa peinture d'origine, avait été achetée pour une poignée de change en 1971. Donc, le véhicule avait 4 ans et le monsieur l'a conservé jusqu'à ce jour. C'est pas exceptionnel. C'est comme ça à chaque voiture que tu rencontres. Puis il y en a combien de voitures là-bas? Quelques centaines. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus petit. Il y avait peut-être 400 voitures sur place. OK, c'est pas si gros. C'est pas en quantité de voitures, mais tout à l'intérieur, là. Hein? C'est ça. Tiens, on est habitué aux expositions de voitures anciennes à l'extérieur, mais je te dirais entre 4 et 500 à l'œil. C'était... Et là, il y avait une section de véhicules sortis de grange. Donc, des véhicules dans un état, mais lamentable. Et ce que les amis qui étaient avec moi me racontaient, c'est que dans 5 ans ou dans 10 ans, on reverra peut-être un de ces véhicules-là qui aura été restauré. Et c'est arrivé que le véhicule soit exposé dans la section sortie de grange. Et quelques années après avoir dépensé quelques centaines de milliers de dollars, le véhicule pouvait... Fait que t'avais quoi, par exemple? Il y avait un Superbird sorti de grange il y a quelques semaines. Il y avait un autre Charger 500. Mais attends, là. Les Superbird, là, ils en ont fabriqué 1500, là, à peu près. Oui. 95% de ces chars-là n'existent plus, là.
Non, 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 pas du tout. Ça n'a pas de sens. Mais il y a des épaves complètement finies. Et là, évidemment, oui, combien sont passés dans le crusher, là? Peut-être, mais en même temps, il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été restaurés. Tu sais, moi, j'ai l'impression... Oui. Bon, on le sait, là, aujourd'hui, il n'y a rien de plus commun qu'un Camaro SS 1969, là, ou un Z28 1969, parce que tu as des compagnies comme Dynacorn qui refont des carrosseries, puis tu peux retaper des numéros de série. Fait que il y a plus de Camaro 69 qui s'en est fabriqué, là, pratiquement. J'exagère, mais c'est pour dire comment... Mais avec des Mustangs, avec des Camaro, avec des Chevelles, on sait que ça se fait. Mais pas avec des Superbirds. Non, effectivement. C'est fascinant de voir la quantité qui reste en circulation. Visiblement, il y a des gens qui détiennent des granges dans lesquelles sont remisés depuis toujours des véhicules comme ça et savent que même dans cet état-là, ça vaut entre 50 et 100 000 pour un véhicule dans un état complètement ruiné, là. Mais ça vaut... C'est ce qui est fascinant. Et là, demain matin, Germain, je te dis, tu veux restaurer un Plymouth Superbird. Oui. Moi, la première chose que je vais te dire, c'est, pourquoi? S'il y a des Plymouth Superbird qui existent encore, elles ont toutes été restaurées? Ben non, pas du tout. Même au Québec, il y en a une, oui, je sais. Il existe en quelques-unes des épaves là, qui n'ont pas été restaurées. Ben, il y a The Frog Machine qui est en cours de restauration. Ouais. The Frog Machine, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une Superbird qui avait été peinte dans les années 70 ou 80 aux couleurs blanches et vertes avec des grenouilles dessus. C'était assez ésotérique, là. Oui, la CID était à son sommet à ce moment-là et pas le bain de mais elle est restée comme ça longtemps. Puis là, il y a quelqu'un qui l'a acheté récemment et qui va la restaurer comme elle était d'origine. Et ce qui est triste en quelque sorte, parce que en même temps, elle aura été reconnue comme étant la Frog Machine, et là après ça, elle deviendra une autre. J'allais pas dire là une parmi tant d'autres, mais ça reste ça quand même. Je sais pas si tu avais vu circuler il y a quelques semaines l'ouragan Ian en Floride a fait bien du ravage et il y a un collectionneur qui avait une Charger Daytona et un fameux Superbird aussi. Okay. Et les véhicules ont, excuse-moi l'expression, mais capoté, ont flippé. Des véhicules qui étaient restaurés 100 points à 9 et qui se sont retrouvés en piteux état. Mais le Superbird, il était sur place. Les véhicules ont trempé dans l'eau salée. Je te laisse imaginer, c'était pas chic. Tout doit être retapé, la tôle est froissée. Tout est magané. Au moins, tu as la matière. Oui, mais il n'y a plus rien de récupérable. Il y avait des pièces d'intérieur qui avaient été retirées. Le radio, par exemple, tout corrodé juste à cause de... juste parce qu'il a passé un petit moment là, dans l'eau salée. Alors, ça doit être un cauchemar, assurément. Dans les autres attractions sur place, il y avait le chef de design chez Stellantis, le Montréalais Ralph Gillis. Gillis? Oui, en anglais, c'est comme ça qu'on le dit, Ralph Gilles, qui était sur place avec une Dodge Charger 1968 avec une carrosserie en fibre de carbone au complet, châssis tubulaire, moteur éléphant. OK, nous pas 1 million, là. Tout à fait. Et qui était sur place pour discuter avec des passionnés. On a jasé ensemble. Il a construit, là, pendant la pandémie, il a restauré, rafistolé des vieilles Alfa Romeo. Il s'amuse énormément avec ça. Vraiment chic type. C'était une très belle rencontre. Alors, toute la fin de semaine, c'était ça. On parlait des wing cars. Il y avait un Québécois qui a fait plus de 15 heures de route pour exposer la sienne sur place. Alors, chapeau. Mais pas au volant de sa voiture. Non, dans une remorque fermée, là, évidemment. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai fait le voyage en avion, mais fallait vouloir. Et oui, parce qu'il y a des gens, c'est dans la région de Chicago, mais il y a des gens de partout aux États-Unis qui se rendent là. Alors, si t'as envie d'y aller l'an prochain, j'ai bien l'intention de retenter l'expérience. J'ai pas de tournage de rouleau suivant. C'est ça. On va voir. C'est toujours ça l'enjeu. Ouais. Et là, je suis en train de trier et classer les photos de cet événement-là qui seront publiées là, au fil des prochaines semaines sur le site du Guide de l'Auto. Brocheur de la semaine? Brocheur de la semaine, on revient sur Terre, j'ai l'impression. Oui, on revient sur Terre, mais c'est quand même un véhicule qui a changé l'image de Jeep au complet. Oui, bien sûr.
Grand Cherokee et Grand Wagoneer 1993. Ouais. Bon, alors on se souvient que Jeep avait lancé ça en 1993. Premier véhicule développé par Jeep suite à l'acquisition de Jeep par Chrysler. Ouais. Alors, on avait Laredo Limited en 1993. Mon oncle en avait acheté un exactement comme celui-là, rouge et gris comme celui-là, dont j'ai finalement hérité un jour, mais le véhicule n'a pas duré longtemps. Il est décédé aujourd'hui depuis un certain temps. Sensible à la rouille? Ou... Un peu sensible à la rouille, mais le pire, c'est que ça paraissait pas. Ouais, il était tout rouillé, mais en dessous des plastiques, ça paraissait pas du tout. Véhicule très sécuritaire, hein, on s'en souvient. Oui. Les coussins gonflables. Mais je vais vous montrer la version Grand Wagoneer, parce qu'on a vendu ça. Ben oui. 1993, 1994, c'est très rare. Aujourd'hui, trouver ça, c'est pas évident. Mais on a vendu ça avec le moteur 5.2 litres. Il n'y avait pas de 5.9 encore à cette époque-là. Ça devait être économique, quand même. Hein? Ben, c'est le 3.18, là. Oui, mais... Je veux dire, c'était pas conçu pour ça, mais voici ce que ça donnait avec les panneaux de bois. Aujourd'hui, de revoir ça, c'est quelque chose. Ça devait être très quétaine en 93 de ressortir ça. Ça commençait, là. Tu sais, c'était comme... Ils n'en ont pas vendu non plus, là. Non, non. Ils n'en ont pas vendu, peut-être plus aux États-Unis, mais chez nous, là, ça marchait pas. Alors, tu avais le 6 cylindres en ligne, 4 litres, sinon tu avais le V8 318 là, ou 5.2 litres. C'est ce qu'on a vendu dans ce Jeep-là. Il y a eu un succès énorme, ça a été nommé camion de l'année, etc. Bon, évidemment que la fiabilité, c'était pas ça, mais ça a changé l'image, littéralement, de Jeep. Puis c'est à partir de ce moment-là que Jeep s'est émancipé, a commencé à être reconnu comme une marque de véhicule un peu plus luxueux. Ouais. On venait d'abandonner le Grand Wagoneer traditionnel. Ce véhicule-là reprenait le flambeau aussi du Cherokee qui commençait à vieillir, mais on l'avait gardé sur le marché jusqu'en 2001, le Cherokee régulier. Là, fait que, sauf que ça, c'est un véhicule qui avait été développé principalement par AMC en collaboration avec Renault à l'époque. Le Cherokee qu'on a lancé en 84, très carré. Ouais. Ça, on l'a développé, c'était AMC et Renault, parce qu'il y avait des moteurs Renault au début, quand on l'a vendu, des 2.1 litres diesel. Puis bon, c'était assez particulier. À la fin, évidemment, que c'était beaucoup plus un produit Chrysler, là, mais à la base, c'était un produit AMC Renault, alors que ça, c'était authentiquement Chrysler. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu cette semaine sur la route? Ben écoute, c'était pas sur la route, mais je suis allé faire un tour chez Kenny Upol pour un petit tournage qu'on avait à faire sur place. Et vous l'avez peut-être vu sur ma page Facebook, mais j'ai aperçu là-bas une Celica Supra 1982. Ça, c'est à la succursale de Saint-Lazare. Celica Supra 1982. Bon. Moteur qui avait un problème, c'était un 22R qu'il y a là-dedans. C'est problématique dans la mesure où le moteur était saisi, mais la voiture complète n'était pas rouillée, n'était pas endommagée. Bon, le moteur, je sais pas. Le moteur avait besoin d'être remplacé. Ouais, c'était pas pire. Elle était automatique, mais n'empêche, l'habitacle était relativement propre, la voiture était très solide, toutes les pièces de carrosserie étaient bonnes, il y avait même certaines moulures, on sait à quel point c'était fragile, qui étaient en bonne condition, une mine d'or pour quelqu'un qui a besoin de pièces de cette auto-là, et selon moi, elle était restaurable. Tu changes le moteur, t'es correct, là. Je regardais le châssis, parce que les voitures sont surélevées sur place, puis je regardais le châssis, puis c'était quand même pas mal. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, la personne qui a décidé d'envoyer ça à la case pour, je sais pas, quelques centaines de dollars, ben, c'est une mine d'or de pièces, là. Puis, tu sais, d'après moi, on va se faire déshabiller, là, ça sera pas trop long parce que il y a énormément de pièces très intéressantes là-dessus, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait pu récupérer cette auto-là et la restaurer. C'est une 82, c'est la première année de production de la Supra qu'on appelait la MK3, la deuxième génération, dans le fond. Deuxième? Deuxième ou troisième? Oui, deuxième. Oui, okay. Deuxième. D'accord. Exactement. Alors voilà. De mon côté, j'ai vu, pendant que j'étais à San Diego, on était pris dans un petit bouchon de circulation près d'une école. C'était interminable et tout d'un coup est passée une Subaru Tracer
je capotais un peu. Et, tu sais, bon, dans le sud des États-Unis, surtout en Californie, on l'a déjà dit, il y a un paquet de véhicules des années 70, 80, 90 qui roulent quotidiennement. Depuis toujours. Depuis toujours. Ouais. Et là, c'était probablement une étudiante qui se rendait à l'école qui était à proximité parce que c'était une jeune dame vraiment pas vieille. Une jeune dame vraiment pas vieille? Non, non, mais tu sais, quelqu'un de maximum 20 ans qui se trouvait au volant de cette auto-là. Alors, bon... Puis toi, c'est l'auto qui t'a interpellé? Ben, elle était loin, là. OK. Mais, ouais, okay. Un peu, l'ensemble de l'œuvre. Okay. Et... mais oui, c'est fascinant de se dire, bon, comment cette personne-là a pu se retrouver avec une vieille Subaru comme on n'en voit absolument plus ici. Ouais. Alors, je me rappelais même pas d'en avoir déjà vu même. Une Chaser? Ben, en 95, là, je suis né en 95. Ouais, en 95, ça commençait à être des minounes, déjà pas mal. Donne-moi 5 ans, en 2000, là, il n'y en avait plus de Chaser sur la route. Non. Ça te donne-tu un petit coup de vieux, ça? D'accord. Je vais vivre avec ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Tu te souviens-tu des Justy? Oui, ça oui. Ah, OK. Ça oui. On a lancé la Justy l'année où la Chaser est disparue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu en as possédé une, d'ailleurs? Oui. Oui. Les années de gloire. Oh, oui, vraiment. D'accord. J'avais payé ça 200 $. Ça me semble... C'était pas pire, hein? Une belle somme pour un véhicule. Elle devait être croustillante à souhait. Non, pas si pire. Non, non. 200 $. Là. Elle devait déjà être accidentée dans, voilà, le devant, okay, mais non, elle était pas trop rouillée. Mais disons que je me sentais pas nécessairement très homme au volant de ma Justy. Non, d'accord. Pas tant que ça. OK. La semaine prochaine? Et ça va être serré la semaine prochaine parce que de lundi à mercredi, je m'en vais essayer le Mitsubishi Outlander PHEV, le FEV, oui. et en Colombie-Britannique, ce qui est très ironique parce que le modèle de première génération, on nous avait aussi convié en Colombie-Britannique pour le conduire. Alors, et normalement, j'atterris à 17h05 mercredi. Pas de douane à passer. Alors, si Air Canada ne fait pas un Air Canada d'elle-même, c'est-à-dire retarder tous ses vols, peut-être que je serai ici à temps. Sinon, ce sera tout juste. Ben, sinon, on étirera ça un peu plus tard. D'accord. Alors, probablement à 7 heures, sinon un peu plus tard. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été là, tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.